1, 2, 3, comment allez-vous? Bonjour, Isabelle Marant. Allez, j'ose. Elle a osé. Elle, une des stylistes de mode française les plus admirées, inspirée, elle a répondu tout de suite à notre invitation. Je la suis depuis des années, j'aime beaucoup ses vêtements qui sont de véritables remèdes à la morosité. Rendez-vous est pris dans ses nouveaux bureaux à côté de la place des Victoires. Bonjour. Pour un rendez-vous avec Isabelle, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Très bien. Alors, elle a mis juste un petit débrief avec C'est son équipe. Ouais. Vous faire monter. Ok, super, merci beaucoup. Quelque chose à savoir. Là, on est dans un autre univers. Ambiance loft industriel sur 2 niveaux, poutres en métal, cloisons en bois clair et murs blancs, une grande verrière zénithale. Attends, on a envie d'aller voir. Et le showroom. Oh, on en parle du showroom. T'as vu les cuissards? T'as vu les paniers? Mais incroyable. Il y a un blouson, il est tellement beau. C'est magnifique. Il y a plein de vêtements. C'est trop beau. Mais pas le temps du tout de s'extasier. Direction la grande salle de réunion. Incroyable. C'est fou, hein? Il y a le déco, hein. Vous avez mis un bocal. Bonjour Elsa. Ouais, je suis désolée, je vous ai fait marrer, mais c'est horrible. Moi, j'ai vraiment tellement pas de temps. Mais je sais. Déjà, pour faire tout ce que j'ai à faire. Moi, je Pour voulais... faire une ménopause, hein, c'est ça? Ouais, Je me c'est ça. souviens bien. Je l'ai dit, de la ménopause. Qui n'est pas une touche des magnétoscopes. Il y a une femme que j'adorais. Ta mère, elle croit que ménopause, c'est la bonne touche du magnétoscope. C'est une vieille vanne que j'aime bien. C'est un peu débile. Ça y est, vous êtes bien, Isabelle? Ouais, impec. Tout me va, il faut que ça vous aille. Me voici donc face à Isabelle Marant, 57 ans, superstar des podiums, qui crée des vêtements que le monde entier s'arrache et qui passe aussi ses vacances dans une maison de 18 mètres carrés dans la forêt, sans électricité. Et moi, j'avais une question, c'est pourquoi, parce que vous avez dit oui, nous avez dit vraiment oui comme ça, parce que c'était un thème sur la ménopause. En fait, moi, j'ai toujours été très à l'aise avec tous ces sujets. C'est des choses de la vie. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir de tabou sur ces sujets-là. Je me rappelle, quand mon fils était très jeune, j'adorais prendre des bains avec lui. Et puis un jour, il m'a dit, mais maman, qu'est-ce que c'est ce petit fil bleu Et très naturellement, je lui ai expliqué ce que c'était un tampon, que et les que règles, voilà, et que les femmes, une fois par mois, elles perdaient un peu de sang, et que c'était le process de la fertilité. Et voilà, et ça l'a pas du tout choqué. Donc je pense que quand on parle des choses très naturellement, il y a aucun... Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème. Oui, et quel problème quand même, non. Mais non, mais parce qu'en fait, la ménopause, ça peut être un problème. Pour plein de femmes, ça peut être un problème. Ouais, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler, parce que je trouve qu'on s'en fait souvent toute une histoire, et que en fait, c'est quelque chose de très naturel. Alors moi, je suis un peu particulière, c'est que depuis que j'ai accouché de mon fils qui a 20 ans, j'ai dû aller 3 fois chez le gynéco. Donc, je ne suis pas une référence et c'est pas bien, il faut pas faire ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est des choses qui ne m'obsèdent pas. Et en fait, moi, j'ai été ménopausée assez jeune, à 48 ans. Ouais. Et en fait, j'ai accueilli ça avec une joie extrême en me disant... Fini les règles, mais quel pied! C'est-à-dire que en même temps, ça veut dire que on entame une certaine deuxième partie de sa vie. Donc ça, c'est moins réjouissant. Mais moi, j'essaye toujours de regarder le côté positif des choses. Et c'est vrai que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même un sacerdoce, là. Et puis, j'ai quand même... pas mal souffert des règles, de mes règles, donc des symptômes du mal de ventre, de pas bien. Surtout très jeune, j'ai vraiment j'en ai beaucoup souffert. Et quand vous dites j'en ai beaucoup souffert, c'était quoi? Souffert physiquement. Mais en fait, genre ça faisait très mal. Ça faisait très mal. J'avais des caillots. Voilà, c'était pas très, c'était vraiment pas très cool. Non.
Mais qu'est-ce que vous avez, parce que comme vous en parlez librement et tout, hein, j'y vais direct, mais, oui, allez-y. Mais vous avez eu des symptômes, il s'est passé un truc J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, avoir des règles moins régulières. Bon, voilà, on sait et ça tout vous a pas ce que saoulé, ça par annonce. exemple, les bouffées de chaleur? Oui, on sait ce que ça annonce, mais... Non, mais on sait que ça fait ça, donc il faut juste se dire, voilà, c'est un moment comme ça à passer, pas très sympatoche, où tout d'un coup on parle à quelqu'un et puis on transpire. Moi, il y a un moment où j'avais carrément des serviettes dans mon lit parce que j'avais vraiment, je transpirais énormément. Bon, voilà, c'est pas plus désagréable que d'avoir ses règles et avoir mal aux ovaires, au bout du compte. Donc moi, j'ai toujours essayé de prendre ça tranquille, cool. Je suis pas allée voir le gynéco quand j'ai eu ces symptômes-là. Maintenant, je le regrette un peu d'ailleurs parce que j'ai Non mais parce qu'attendez, au témoin d'un doute, Isabelle Marant, parce que depuis vous n'êtes toujours pas allée voir le gynéco. Et pas beaucoup. J'ai rendez-vous mardi prochain. C'est bien. Vous allez penser à Louis. Le dernier rendez-vous, c'était il y a 2 ans et demi. C'est ça. Mais en fait, il y a plein de choses que la ménopause entraîne que je ne savais pas du tout. Et en fait, j'ai fait un test d'ostéoporose. Oui, bien sûr. Et j'ai découvert que j'avais un état d'ostéoporose avancé. Je suis tombée des nues. Et en fait, on m'a expliqué que si j'avais pris des hormones, j'en serais peut-être pas là. Donc voilà, ça, c'est un truc qu'on sait pas tellement, parce que pour moi, en fait, toutes les femmes à un moment de leur vie sont ménopausées et on passe. Je veux dire, nos grand-mères, elles se prenaient pas la tête comme nous et on prend des hormones et ça existait pas avant. Donc moi, je suis un peu. Vous êtes un peu du genre à avoir une maison sans électricité dans un jardin. Voilà, c'est ça. Dans la campagne, dans la forêt. Tout à fait. C'est ça. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà, c'est un truc de la vie et je laisse passer le truc et c'est un peu désagréable, mais c'est vrai que j'étais pas tellement au courant de ce que ça pouvait entraîner. Mais alors du coup, quand ça vous est arrivé, genre vous en avez parlé avec votre mari ou genre qui j'avais même pas besoin d'en parler. Il l'a vu. Il l'a vu et on en rigolait plutôt qu'autre chose. Voilà, c'est naturel. Par exemple, le sexe au moment de la ménopause, il n'y a pas eu de problème parce que parfois on peut se dire non, j'ai plus envie, ou j'ai une sécheresse vaginale, ou il y a des tas de trucs comme ça. Vous avez rien à changer. Vous êtes tout le temps. Si les sécheresses vaginales, oui, ça existe. Après, il y a il y a des lubrifiants. Vous saviez pas qu'on allait parler lubrifiants aujourd'hui? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Non, mais voilà, il y a des je pense qu'il y a des. Vu que je vais passer chez le gynéco, je suis pas hyper au courant, mais il y a des choses qui permettent aussi de récupérer, d'être un peu moins sèche. Et puis je pense que c'est par moments. Moi, c'est pas tout le temps. Ça m'arrive. Il y a des moments oui, des moments non. En tout cas, ça vous pose moi, c'est sûr que j'ai jamais été une bête de sexe non plus. Et ça fait 28 ans que je suis avec mon mari, donc c'est vrai que il y a une relation, il y a une autre forme de relation qui s'installe. Ok. ouais, bien sûr. Mais par exemple, beaucoup de femmes qu'on a interviewées sur la ménopause, sur le fait de vieillir et tout ça, nous disaient que, par exemple, pour elles, la ménopause, ça leur rappelait des crises d'adolescence, ce qu'elles avaient pu vivre à un certain moment, et vous, pas du tout, par exemple. Comment, par quel biais? Alors là, je vois pas du tout la relation. Tout d'un coup, le corps change, il peut y avoir des sauts d'humeur, il y a tout un truc qui se passe. Alors, je pense qu'il faut être dans sa tête plus fort que ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment dans la tête. C'est une histoire de pas se regarder son nombril et d'aller de l'avant et de passer outre les petits tracas de la vie et d'avoir quelque chose de positif en tête sur lequel auquel s'accrocher. Et je pense que c'est vraiment ça, de se dire ah là là, panique, ménopause, je gonfle, je ci, je ça, et ne regarder que ça. Je pense que ça pollue énormément et on reste englué dans cet état d'esprit. Je pense qu'il faut dire bon voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire du sport, d'être active et de trouver comment pallier à ça, mais pas juste se dire ah mon corps change, quelle horreur. Vous pensez que le fait de créer, parce que je me dis ça en vous écoutant, peut-être que effectivement le fait d'avoir toute votre marque, le fait d'être tout le temps en création permanente, fait que justement vous n'êtes pas sur votre nombril?
Bah oui et non, parce que j'ai énormément besoin d'essayer les vêtements, et quand j'ai commencé à grossir, je pouvais plus le faire, et là ça m'a vraiment Fichu un sale coup. ça m'a vraiment ennuyée, parce que je voyais que mes vêtements sur une fille un peu parfaite, et moi j'ai besoin de ressentir dans mes vêtements si ça m'embellit, S'ils sont ça me confortables, grossit, si les poches sont au bon endroit, quelle attitude ça me donne. Donc pour moi c'est primordial de pouvoir essayer des vêtements pour le ressentir. Et c'est vrai que quand j'ai ma mannequin cabine qui a 20 ans et qui fait 1m80 et qui fait un 34, bah je peux lui mettre un sac en plastique, un sac poubelle, elle sera jolie. Elle sera jolie, hein, Voilà. voilà. Donc ça, c'est très compliqué pour moi de pas pouvoir réellement me transposer dans les vêtements. Mais ouais. Et alors, il y a peu de femmes qui se sentent, qui osent dire qu'elles sont ménopausées. Elles ont l'impression que c'est un signe un peu de faiblesse, ou que c'est la fin de la jeunesse, la fin de la féminité. Moi, ça me fait marrer. Il y a un truc un peu provoque. J'ai vraiment aucun problème avec ça. En plus, ça, j'étais ménopausée jeune. Très donc, jeune, à 48 ans, bon, bah, c'est sûr que 50 ans, on passe un peu dans un autre cap, mais je pense que tout ça, c'est dans la tête. C'est toujours dans la tête. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, est-ce que votre mère, elle en a parlé avec vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre, est-ce que vos copines, est-ce que vous êtes dit, bon, bah, ça y est, je suis ménopausée, bon, alors, voilà. Alors, j'ai pas pensé en parler à ma mère. Parce que, par exemple, votre maman, qui était directrice de chez Elite, qui s'occupait de mannequins, est-ce qu'il y a eu une transmission, ou au contraire, je sais pas? Bah, il y a une transmission surtout sur le côté naturel des choses, mais c'est vrai que... Pas sur le fait de vieillir. Moi, je me demandais justement. Oui et non. En fait, ma maman qui a eu 84 ans avant-hier, est toujours une très très belle femme. Je ne lui ressemble pas du tout, c'est très dommage. J'aurais plutôt pris de mon papa. Mais elle a toujours été très à l'aise avec le fait de vieillir, et ça n'a jamais été un sujet. Elle n'a jamais pensé à faire de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. Et on a toujours pris dans la famille d'accueillir l'âge avec joie, avec bienveillance. Avec joie, oui, voilà. Bah, oui. D'ailleurs, il y a plus de 50% des femmes qui disent qu'à partir de 50 ans, elles se sentent plus épanouies. Alors moi, j'ai adoré la quarantaine. Je trouve que la cinquantaine, on commence à être un peu plus fatigué, moins envie de certaines choses. Genre quoi, par exemple? Sortir le soir, faire la fête, picoler, quoi. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à récupérer. La vue aussi, ça fait un peu chier. Alors moi, ça m'emmerde beaucoup plus la vue que la ménopause. Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai ma vue qui a baissé 2 fois là, depuis la ménopause. Ouais. Donc ça, c'est encore un petit coup sur la tête. Mais je pense que c'est super important de se dire que de toute manière, on ne va pas rajeunir, que si on commence à flipper dès les premiers symptômes, on est mal parti pour le reste de notre vie. Et je pense que c'est super important d'être en joie avec chaque stade. Genre les cheveux blancs, par exemple, être en joie avec ses cheveux blancs. Moi, j'ai jamais fait de couleur ou de choses comme ça, ou très peu. Au début, j'ai fait quelques mèches, mais ça m'emmerde tellement de passer des heures chez le coiffeur. Et en plus, ça, être face à moi devant un miroir avec le coiffeur, je supporte pas. Donc, je préfère mes cheveux gris et il y a pas eu de step, du coup. C'est-à-dire, parce que j'ai eu les cheveux gris très jeunes en plus aussi, donc ça aide. Et puis j'ai la chance d'avoir toujours un peu bonne mine, avoir une peau plutôt mate, donc les cheveux blancs. Oui, ça vous va très bien. Ça passe assez bien sur moi. Donc non, c'est vrai. Sarah Jessica Parker a dit, on passe tellement de temps à parler du temps qui passe en termes de rides, de cheveux blancs, et c'est étrange qu'on ne dise pas que c'est avec le temps qu'on devient un meilleur employé, un meilleur ami, une meilleure fille, un meilleur amant, une meilleure sœur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis assez d'accord. Je pense que on apprend au fil du temps de soi, et on est de plus en plus à l'aise avec soi-même. Moi, je sais qu'à 20 ans, pour rien au monde, je retournerai à 20 ans. C'était horrible, quoi. Pourquoi on trouve toujours que les autres sont plus belles, plus intéressantes, ont plus de trucs à dire. Moi,
J'ai toujours été bien dans ma peau, mais avec énormément de questionnements. Il y a des moments où j'étais pas du tout bien, et j'ai toujours trouvé le ressort nécessaire à me réconcilier avec moi-même. Mais je pense que 20 ans, c'est des âges auxquels on se pose quand même énormément de questions, ce qui est sain. Et puis, les réponses à ces questions, elles se construisent, elles se font au fil du temps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à 40 ans, c'est la première fois où je me suis dit, j'adore qui je suis, je suis hyper contente de qui je suis, de mon parcours, je suis bien dans ma peau, où j'avais plus de questionnements, et en me disant, voilà, Il y avait aussi la réussite. Vous avez une forte réussite. Oui. À 40 ans, vous étiez enfin, c'est même avant d'ailleurs. C'est vrai que j'ai une réussite amoureuse avec mon mari et une réussite professionnelle. Donc, j'ai énormément de chance dans la vie, mais je pense qu'aussi ma chance, je l'ai aussi créée. Bien sûr. Ça n'a pas été énorme. Moi, je me souviens de vous quand vous faisiez des bijoux. Ouais. J'étais déjà là. Je me demandais justement, est-ce que c'est en créant, parce que vous disiez, voilà, il y a des fois où je me sentais pas bien, je me posais des questions. Est-ce que c'était en créant que du coup ça allait mieux? Est-ce que le fait de créer, ça vous a permis? Pas forcément, mais ça m'a pris tellement de temps que ça m'a pas laissé beaucoup de temps à justement me regarder le nombril, et qu'il a toujours fallu avancer parce que j'ai toujours été débordée dans mon boulot. Et c'est vrai que le fait d'être très occupée permet aussi de moins penser à tout ce qui peut nous emmerder. Vous avez dit, je crois être quelqu'un de jeune dans ma tête, sauf quand je me vois dans un miroir. Ouais. Alors l'âge, il est où en vrai? Dans le corps, dans la tête, dans le miroir? Non, mais c'est vrai que j'ai une vision de moi-même où je me suis pas vue vieillir, et j'ai encore une image de moi globale. À quel âge, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand je fais des portraits avec des photographes, je me dis, ah ouais, j'ai autant de rides que ça. Mais bon, quand je me vois dans un miroir au quotidien, ça me gêne pas du tout. Je pense que la photo exacerbe aussi certaines choses dont on se rend pas compte. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et les photos, je me touche 5 ans après, je me trouve toujours super bien. Alors que au moment de la photo, quel que soit l'âge que j'ai eu, je me suis toujours détestée. Mais c'est comme d'entendre sa voix, on déteste sa voix. Je crois que ça, c'est assez commun à tous, ouais. Je trouve un peu pathétique de pas vouloir vieillir, parce qu'on vieillit, et toutes ces femmes qui se refont et refont et refont, et qui finissent par plus avoir d'âge. Moi, elle m'effraie un peu. Je préfère lire le vécu des gens sur leur visage. C'est des femmes qui m'émeuvent beaucoup plus que des femmes qui n'ont plus d'âge. Qui n'ont plus d'expression. Je suis d'accord avec vous, mais moi qui connais bien ce que vous faites, mais vraiment... par exemple, dans vos défilés, où je pense au spectacle où il y avait eu ce happening de la Horde après le confinement, enfin où et là il s'était passé un truc. Mais sinon, souvent dans vos défilés, elles sont très jeunes, les filles. Tout à fait, ouais. Donc par rapport à ce que vous êtes justement avec votre manière d'être naturelle, il y a comme un truc. C'est vrai qu'il y a un message qui est pas très clair. Il y a un message qui est pas clair. Je comprends, et c'est vrai que je me sens pas toujours très à l'aise avec ça, parce que on a tendance à montrer nos collections sur des filles qui en fait n'existent pas. Elles font 1m80 pour un 34, c'est des filles qui n'existent pas. Mais j'ai aussi fait des défilés où je mélangeais des filles de différents âges. Alors, plus âgées, en fait, elles ont 40 ans, donc c'est pas non plus... Non, c'est pas... mais en fait, c'est pour garder cette espèce de magie et de fantasmagorie autour de la mode. C'est beaucoup plus facile de mettre n'importe quel vêtement sur ce genre de femmes que des femmes un peu plus mûres, avec d'autres formes. Et c'est vrai qu'elles me font
rêver aussi. C'est un truc un peu interprofessionnel. Et c'est vrai qu'à la base, les défilés s'adressent à des gens de la profession. Maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Ouais. On voit les défilés partout. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Ça s'adressait qu'à un public de Ouais, professionnels. bien sûr. Et c'est vrai que j'avais moins l'impression de dire aux gens, bah voilà, si vous faites pas un 34 et un 1m80, ces fringues, elles sont pas pour vous. Ce qui n'est pas vrai du tout, Bien puisque sûr. moi, j'ai toujours travaillé essentiellement avec des femmes. Je pense que au bureau, pendant des années, il y avait 80% de femmes, pas par un choix délibéré, mais c'est venu naturellement. Et du coup, je suis entourée de toutes sortes de femmes et j'ai toujours pris l'habitude de regarder toutes ces femmes avec leur diversité de corps, d'âge, d'appartenance ethnique. Et pour moi, c'est ça la beauté. Ouais, bien sûr. Et quand je crée en ayant toutes ces femmes en tête et pas le mannequin de 20 ans qui fait un 34 et 1m80. Est-ce qu'on peut s'habiller à 50 ans comme quand on en avait 30? Moi, je m'habille de la même manière, par exemple. Moi aussi, parce que j'aime toujours les mêmes choses. Mais c'est vrai que de temps en temps, mon fils ou mon mari me disent mais tu sais que t'as plus tellement l'âge pour porter une jupe comme ça. Ah oui, quand même. Ah oui. De temps en temps, il me balance des trucs, je les regarde, je dis mais de quoi tu te mêles? Ouais, c'est ça. Si je suis bien, si je me sens bien comme ça. Mais bon, de temps en temps, je me pose la question parce qu'il y a aussi un truc de, il faut pas avoir l'air de pas vouloir vieillir et de mettre non plus des choses qui correspondent pas totalement à son âge, ou en tout cas à sa corpulence. Et encore, aujourd'hui, c'est quand même très démocratisé. Et il peut y avoir des gens très exubérants, mais l'exubérance leur va. Et alors, il y a beaucoup de femmes qui, à partir de la cinquantaine, perdent confiance en elles, perdent confiance en la mode parce qu'elles ont le corps qui change et tout. Quels sont les conseils que vous pourriez donner? Je pense qu'il faut apprendre à se connaître et à trouver ce qui nous va et dans quoi on est à l'aise, et pas forcément vouloir être à la mode à tout prix. Quand on regarde en fait les gens les plus chic et stylés, c'est des gens qui s'habillent un peu tout le temps de la même manière. Hein. Et en fait, ils ont trouvé ce qui leur allait. Les femmes qui ont des formes, qui s'habillent dans des trucs très moulants, ça me dérange pas du tout. Mais justement, pour vous, parce que quand vous parlez là, on voit bien, pour vous, la mode, c'est une joie. Enfin, tout à fait. Il faut que ça soit une joie. Il faut que ça soit une joie. Alors justement, comment on peut apporter cette joie-là avec cette mode-là à ces femmes à qui on parle et qui sont en pleine ménopause? Ouais. Encore une fois, je pense que le truc le plus important, c'est de se sentir bien. Et je pense que moi, ce que j'essaye aussi de faire à travers mes vêtements, c'est à ramener du réconfort et de l'assurance aux femmes qui portent mes vêtements. Effectivement, par une attitude, par une coupe, c'est dans un truc dans lequel elles peuvent pas bouger. C'est vraiment de libérer les femmes au travers de leurs vêtements et de leur donner une certaine puissance. C'est pour ça que j'ai toujours ce truc d'épaule. Moi, j'adore les épaules et les jambes chez les femmes. Et il y a un truc un peu guerrière, warrior, ouais. Amazon. Un peu Mad Max. Enfin. Oui, c'est une femme forte, c'est pas une petite chose éthérée qui est pas capable de foutre une baffe à un mec qui va lui foutre la main au cul. Voilà. Ça, c'est bien, dis donc. C'est bien, ça. Ben ouais, c'est bien, c'est bien. Isabelle, comment vous prenez soin de vous? Comment je prends soin de moi? Est-ce que vous prenez soin de vous? Oui, je pense que le premier soin à avoir sur soi, c'est être bien dans sa peau. Voilà. Pour moi, ça passe pas par le maquillage, les crèmes c'est d'être en accord avec soi-même et avec qui on est, et d'accepter de vieillir, d'accepter d'avoir des cheveux gris, d'accepter d'avoir des rides, de trouver les ressorts nécessaires en soi pour être bien dans sa peau et pas essayer de ressembler à un tel ou un tel, et de trouver la paix avec soi-même. C'est tellement reposant et c'est tellement dur aussi.
je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à le faire. Et vous, c'est quoi vos tips? C'est partir dans votre maison, justement, dans la forêt où il n'y a pas d'électricité, qui me pose beaucoup de problèmes personnels. À chaque fois, je me dis, mais comment ils font? Je pense que de se rapprocher de la nature et de se déconnecter de tout ce si on est bombardé en permanence d'images, de réseaux sociaux, voilà. Moi, je pense que les réseaux sociaux, mais c'est un truc affreux parce que ça renvoie un miroir de gens qui n'existent pas et qui postent ce qu'ils ont bien envie de poster. Mais moi, j'avais toujours envie de faire un Instagram des pires moments. Je suis moche. Voilà. Parce que les gens qui montrent une vie rêvée, qui en fait derrière c'est pas ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de faux. Ouais. Mais alors donc ça serait quoi en vrai vos tips? C'est la nature, le sport, je trouve que c'est la meilleure des drogues, voilà, surtout à partir d'un certain âge, de réussir. Je fais du pilates, j'ai fait beaucoup de yoga, qui me correspond moins aujourd'hui parce que c'est quand même, je faisais de l'ashtanga, donc c'est assez dynamique et à partir d'un certain moment, j'ai quand même eu moins de facilité à faire tous ces enchaînements. Et j'ai découvert le Pilates qui me fait énormément de bien parce que justement, c'est beaucoup plus centré sur le renforcement interne musculaire, le renforcement profond. Et alors, c'est super pour la descente d'organes. Ça, c'est magnifique. Ça, on en parle de la descente d'organes. C'est affreux. Je ne sais même pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, voilà, le périnée. Oui, ça. Moi, ça fait flipper. J'ai pas fait de rééducation après mon accouchement, bien évidemment. Donc vous faites pipi quand vous rigolez? Les fuites urinaires, je sais ce que ça veut dire. Ça aussi, on n'en parle pas. Ça, c'est encore plus difficile d'en parler. Mais alors justement, vous faites comment? Eh ben, du Pilates. Pour renforcer quand même. Pour renforcer, et ça marche super bien. Moi, j'ai jamais eu de ventre. Et là, mais merci Stéphanie, ma prof de Pilates, mais là, je suis au top je vais finir par avoir le six-pack dans pas longtemps. Et c'est la première fois que j'ai réussi à muscler cette partie de mon corps. Parce que moi je suis une nageuse, j'adore la natation, j'adore l'eau, et j'ai toujours fait beaucoup de natation. Et voilà, pour les épaules et le ventre et les jambes, c'est super. La natation pour le ventre, moi j'arrive à nager très très bien sans le ventre. Donc c'est un truc que j'ai jamais su utiliser, et le Pilates m'aide énormément, je dois dire. Et sinon je fais de la marche dans la nature, mais même du jardinage. Voilà, avoir une activité extérieure dans la nature, je pense que c'est un truc qui nous aide à nous reconnecter sans avoir des images de merde qui n'existent pas, et de se dépolluer la tête et de se dire non mais les choses importantes, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, je pense que c'est primordial. Et cette maison sans eau, sans électricité que j'ai eue a été d'un bénéfice extrême même pour mon fils qui du coup avait pas lui il a pas un téléphone dans la main en permanence, il sait faire autre chose, et je pense que c'est vraiment important d'avoir ces autres outils dans la vie. Et comment je prends soin de moi en dehors du sport j'ai la même crème depuis des années qui me convient, et j'essaye pas 150 crèmes. Ça m'arrive de temps en temps. Moi, j'ai la peau assez sèche, donc j'hydrate et je masse énormément. Les massages, faciaux, je pense que c'est un truc aussi qui est génial. Vous massez assez génial, voilà. Et je pense que plus on vieillit, moins il faut se maquiller, parce que tout ce qui est poudre, je trouve que là, ça c'est extrêmement dur pour des femmes, surtout quand on vieillit. Fond de teint, je suis pas hyper pour, ça bouche les pores, c'est pas génial. Je préfère mélanger un petit truc dans ma crème. Il y a des petits colorants, mais c'est plus light et moins couvrant. Ouais. Le soleil. Alors les gens disent non, mais bon, moi, rien ne remplacera le soleil.
Jus de carotte. Je pense qu'en fait, c'est déjà de bien manger, d'être bien dans sa peau, de faire du sport. Déjà, c'est 80% de la beauté. Pour moi, ça passe pas par des liftings. Après, je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Moi, je me suis refait faire les paupières. J'ai hyper peur. Mais c'est un truc que ma tante avait fait. Je ressemble beaucoup à ma tante, la sœur de mon père, à qui je ressemble énormément. Et elle avait fait ça dans les années, je dirais, fin 80. Et ça l'avait tellement changé. Elle avait un peu des yeux de cocker qui tombaient avec un petit air triste. Et quand elle a fait ça, tout d'un coup, elle était illuminée. Et je l'ai vue et je me suis dit, alors s'il y a un truc que je fais, c'est ça. C'est ça. Et moi, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié, c'est un nom très moche, la fifth tooth, un truc. Et les paupières qui tombaient. Ouais, comme ça fait. Ouais. Et en plus ça me fatiguait. Je me suis rendu compte que j'ai énormément gagné en vue aussi après avoir fait ça. Et j'ai rencontré un chirurgien hyper cool où il m'a dit on fait ça à la bonne francane dans mon cabinet, viens samedi prochain. Il m'a fait ça en une demi-heure avec une anesthésie locale. J'ai dit ok, allez, j'y vais. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Alors moi j'ai une théorie de couturière. Quand son jean est détendu, c'est bien de le reprendre un peu. Donc j'ai le même approche et pourquoi pas un peu enlever ce qui pend trop, mais il faut pas être obsédé par ça. Parce que après, quand on commence à y toucher, alors voilà, je préfère les massages dynamisés que retirer. Je suis comme tout le monde, hein. Je me regarde dans la glace et je tire un peu et je me dis putain, ça serait quand même pas mal, mais ça me fait peur. En fait, j'ai envie de garder ma tronche. J'ai quand même envie d'avoir des rides. Je trouve que quelqu'un comme Louise Bourgeois, moi j'adore regarder sa tronche. Et puis alors, d'un dessin, on en fait une peinture, et de la peinture, on en fait des sculptures, parce que les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. Je préfère ressembler à ça qu'à une carpe sans expression. Sans expression. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis pas contre et qu'il y a des petites choses quand même qui peuvent aider et ça fait du bien de se faire du bien aussi. Et je dois dire que voilà, c'est un truc que j'ai fait l'année dernière en octobre. C'est le truc qui m'a fait du bien et qui se voit pas, que personne ne remarque. Et tout le monde m'a dit c'est bien, t'as arrêté de fumer, t'as vachement meilleure mine. En fait, c'était pas du tout ça. Voilà. Et moi, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir, mais vos lunettes, c'est des Isabelle Marant? Non, j'ai honte. Elles sont belles, hein. Ouais, elles sont bien. Ouais. Je dirais pas que... oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. De rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve ça important, parce que ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas beaucoup. Et je pense que ça aide pas à faire que les femmes soient plus à l'aise dans certaines situations et plus en adhération avec elles-mêmes. Ouais, c'est vrai, plus heureuse. Parce que, et c'est ce que j'essaye de faire avec ma mode. Et si je peux le faire avec mes mots, tant mieux. Ouais, c'est génial. Parce que c'est vrai que votre mode, elle est joie, elle n'est que joie. En fait, ça, on le ressent quand on la voit. D'ailleurs, quand on vous rencontre aussi, vous n'êtes que joie. Je m'appelle Marrant, donc si je m'appelais triste, peut-être que je... Bon, allez, on va se dire que la ménopause, en fait, c'est marrant. C'est voilà. tout. Voilà. C'est pas marrant, mais c'est pas pire. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. C'est super, vous. Allez-y, on vous retarde pas. Ouais. Est-ce qu'on peut juste prendre une photo de vous, une seconde? Ouais, bien comme sûr. Ça. Et le sourire. Allez, c'est reparti. C'était sympa de passer un petit moment avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup hein. pour les fleurs, c'est adorable. Non, mais c'est normal. Prenez votre temps. Je vous laisse. Vous avez juste à descendre cette escalier. Oui, on a vu. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. J'ai un petit message. Bien sûr. J'ai pas évidemment. Merci. Au revoir. Après le départ de l'ouragan Isabelle Marant, j'ai réfléchi. Quand on énumère les symptômes de la ménopause, on parle souvent des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, de la prise de poids, de vraies tannées.
mais qui ne mettent pas notre santé en danger. Là, Isabelle a mis le doigt sur une autre conséquence de la ménopause, c'est l'ostéoporose. Entre 40 et 70 ans, les femmes perdent en moyenne environ 40% de leur masse osseuse. Les os se fragilisent, les risques de fractures augmentent, mais là encore, nous ne sommes pas toutes égales. Alors qui l'ostéoporose touche-t-elle en priorité? Comment la prévenir? Pour le savoir, j'ai passé un petit coup de fil au docteur Bénard Charvet, gynécologue, obstétricienne, homéopathe, présidente du Centre de ressources Lyon et vice-présidente du Collège de gynécologie Rhône-Alpes. L'occasion aussi d'approcher autrement des troubles liés à la ménopause grâce à l'homéopathie. Pour moi, l'homéopathie, ça m'a permis de faire 2 mètres en arrière lorsque je vois une patiente. Parce que la gynécologie, c'est donc une pratique qui est quand même vraiment axée sur des gestes assez techniques. Ça va me permettre, si vous voulez, aux premiers symptômes de la périménopause, on a des femmes qui ont des bouffées de chaleur plus de 3, 4, 5 ans avant la ménopause, de les voir évoluer et de voir comment elles vont passer ce cap de la périménopause. Donc, je vais pouvoir les coacher, je mets des guillemets, leur expliquer en fait que la périménopause est un dérèglement hormonal qui est constant chez les femmes, mais qui, en fonction de leur terrain, en fonction de leur personnalité, ne va pas se manifester de la même façon. Et l'homéopathie va me permettre, si vous voulez, de prendre en charge chaque patiente dans cette période de périménopause, en fonction de ses symptômes à elle, avec les connaissances évidemment et l'expérience que j'ai de cette physiologie féminine. Et puis, l'homéopathie va me permettre en fait de savoir à quelle patiente je vais proposer un traitement hormonal une fois que la ménopause sera installée et quelles patientes pourront s'en passer. Parce que globalement, dans ces symptômes de périménopause, on voit très bien qu'il y a des femmes qui ne supporteront pas le manque d'hormones. Ça va être très compliqué pour elles et dès le début. Et dans ce cas-là, si le traitement homéopathique associé à l'hygiène de vie n'améliore pas nettement les symptômes et n'améliore pas leur qualité de vie, eh bien, je sais que dans l'année qui suivra la ménopause, je leur proposerai un traitement hormonal, puisque bien que homéopathe, je propose régulièrement des traitements hormonaux de la ménopause à mes patientes. À quelles femmes s'adresse l'homéopathie en priorité? Alors d'une part pour des patientes qui ne sont pas encore à l'âge d'un traitement hormonal, puisque la périménopause est une contre-indication au traitement hormonal de la ménopause, il faut une ménopause installée. Deuxième type de patiente, c'est celles qui disent mais moi de toute façon je ne veux pas d'hormones et je n'en prendrai jamais. Alors parmi celles-là, il y en a quand même qui vont changer d'avis, mais il y a des patientes qui ont des a priori très défavorables vis-à-vis des traitements hormonaux. Et puis, on a les catégories des patientes qui ne peuvent pas prendre d'hormones. Et avec l'augmentation des cancers du sein actuellement chez des femmes plus jeunes, on se trouve maintenant confronté à des femmes qui ont eu des cancers du sein vers 40, 43, 44 ans et qui savent qu'elles ne pourront plus jamais prendre d'hormones. Donc, l'homéopathie, moi, me permet de traiter, de prendre en charge les symptômes de toutes ces patientes. Il n'y a aucune contre-indication, donc je vais vous dire que pour moi, médecin, un traitement sans aucune contre-indication, pas d'effet secondaire notable, pas d'interaction médicamenteuse avec les autres traitements, c'est extraordinaire parce que je travaille vraiment dans une grande sécurité. Et je dis toujours que on devrait commencer par l'homéopathie en 1 dans des problèmes qui sont physiologiques quand on veut faire réagir l'organisme. Il est toujours temps de passer à l'étape 2, ce que j'appelle le bazooka, si vraiment on s'en sort pas avec l'homéopathie. Alors, mais comment un gynécologue homéopathe peut-il nous accompagner dans la ménopause? Alors, on peut avoir plusieurs visions de l'homéopathie. On peut faire une homéopathie qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire que je vais interroger, par exemple, la patiente sur ses bouffées de chaleur. Certaines patientes vont nous dire, voilà, moi je suis rouge, j'ai des sueurs. D'autres vont dire, non, moi je suis pas du tout rouge, mais je suis très angoissée ou j'ai des palpitations quand la bouffée de chaleur arrive. Et donc, on va avoir des médicaments qui vont être adaptés à chaque symptôme bouffée de chaleur de chaque patiente. Donc ça, c'est une façon de voir les choses et de se dire, finalement, on traite symptôme par symptôme quand les symptômes arrivent. Deuxième façon de faire, c'est en fait, si on connaît bien la patiente, de se dire, cette patiente-là, elle a un terrain particulier parce qu'elle a eu certaines pathologies, parce que je l'ai suivie pendant sa grossesse et j'ai vu les symptômes qu'elle avait pendant sa grossesse. Et je connais cette patiente et donc je sais que quand elle va arriver à la périménopause ou à la ménopause, elle va être gênée par tels symptômes. Et là, je vais donc avoir une approche plutôt préventive, en tout cas d'accompagnement très tôt dans le dérèglement hormonal, parfois même avant que les symptômes soient vraiment trop gênants. Est-ce que l'homéopathie, ça marche pour tout le monde?
Oui. Alors je dis oui très rapidement parce que j'ai beaucoup de patientes qui me disent « Oh là là, mais vous allez me donner de l'homéopathie, mais moi j'en ai déjà pris une fois, je suis pas sensible. » Alors je leur dis « Ça veut dire quoi, vous n'êtes pas sensible ?» Bah écoutez, un jour, ma voisine me l'a conseillé parce que j'avais mal au ventre et ça n'a pas marché. Et je leur dis toujours, mais vous savez, quand vous avez mal à la tête et que vous prenez un paracétamol et que vous continuez à avoir mal à la tête, vous ne dites pas, ah bah tiens, je prendrai plus jamais de paracétamol et je prendrai plus jamais de médecine conventionnelle parce que ça ne marche pas. Et le problème de l'homéopathie, c'est que si vous avez eu une expérience avec quelque chose qui effectivement n'a pas marché, bah on entend ça des fois, c'est ah bah moi je suis pas sensible. Alors c'est faux. Moi je peux vous dire avec mon expérience que pour avoir prescrit de l'homéopathie à des patients qui m'ont dit au premier retour, bah non, écoutez, ça n'a pas du tout marché, et où vous changez le médicament, vous changez la dilution, et vous arrivez à ce qu'il se passe quelque chose et à ce que le patient aille mieux, j'en ai eu des dizaines comme ça. Donc l'homéopathie, c'est aussi un art. On dit que la médecine est un art. Moi, j'aime bien. Je pense que effectivement, la médecine est un art. C'est une relation humaine. C'est des ressentis de ce que la patiente va vous dire, de comment vous allez l'interpréter. Et nous, médecins, on peut se tromper aussi de temps en temps. On peut croire que c'est tel symptôme ou que ça correspond à tel médicament, et en fait, pas du tout. Donc, le droit à l'erreur, bah, il existe aussi dans notre milieu médical. Donc moi, je ne reste jamais sur un échec. C'est-à-dire que je tente toujours d'autres choses. Alors évidemment, il y a des patientes que je dois sans doute ne pas revoir parce qu'elles sont en échec. Mais ceci dit, voilà, j'essaye toujours de trouver, de chercher, de faire réagir l'organisme. Donc il y a aussi un objectif à voir avec les patientes. Une patiente qui me dirait, moi, je ne veux plus du tout de bouffée de chaleur, je suis ménopausée depuis 1 an et c'est l'enfer, mon médecin m'a mis sous antidépresseur tellement je suis mal, je vais plutôt lui proposer un traitement hormonal. Parce que je sais que ça sera efficace beaucoup plus rapidement et que si son objectif c'est 0 bouffée de chaleur, c'est atteignable avec un traitement hormonal. Et ça ne le sera pas, en tout cas pas de cette façon avec un traitement homéopathique. Donc c'est pas que l'homéopathie fonctionne est moins active rapidement, c'est juste que l'homéopathie elle aide l'organisme à aller dans son sens physiologique. Donc le sens physiologique de la ménopause, c'est moins d'hormones. Donc il faut que l'organisme s'habitue à ce moins d'hormones. Et ça, bah, ça peut prendre du temps. Il faut que l'organisme se dise, bah voilà, je vais fonctionner sans oestrogène, donc voilà, il va y avoir des articulations un petit peu enraidies. Donc ça, on peut faire des choses avec l'homéopathie, mais on va mettre un petit peu plus de temps qu'avec un traitement hormonal où en 8 jours, vous n'aurez quasi plus de bouffées de chaleur. Isabelle Marant s'est rendue compte qu'elle souffrait d'ostéoporose. Y a-t-il un moyen pour prévenir cette maladie ? Alors, j'allais dire qu'en tant que médecin, je mets ma casquette homéopathe. L'ostéoporose, on peut la voir venir, puisque là encore, on a des terrains prédisposés à l'ostéoporose. Donc les femmes très très minces, celles qui ont pris de la cortisone, celles qui ont une famille avec des mamans qui ont eu des fractures ostéoporotiques, les fumeuses bien sûr. Donc on voit venir certains terrains qui sont des terrains qui ont tendance à se déminéraliser plus tôt. Donc là, bah voilà, si on croit que l'homéopathie peut servir à quelque chose, de donner des médicaments de terrain assez tôt dans la vie d'une femme, ça peut avoir une utilité. Lorsque on est au stade de l'ostéoporose sévère, éthiquement, moi je n'ai aucune étude disant que l'homéopathie peut améliorer une ostéométrie ou diminuer le risque de fracture. Donc c'est clair, ça ne va pas être le choix que je vais faire en premier. L'hygiène de vie est vraiment fondamentale, hein, donc toute l'activité physique qui permet d'avoir un retour vasculaire au niveau osseux et que l'os soit mieux nourri. Donc il faut des sports où on tape le pied sur le sol, donc la marche, la course. Donc il faut avoir une alimentation variée. Et enfin la vitamine D. Donc là, nous savons que nous sommes tous et toutes en déficience en vitamine D. La vitamine D est donc le cofacteur du calcium, aide le calcium à rentrer dans les os. Donc il faut que nous nous supplémentions tous et tous en vitamine D. Voilà, ça c'est vraiment et on devrait le faire dès la ménopause, voire même avant si on est en insuffisance en vitamine D. J'ai une dernière question. On ne sait jamais vraiment à quelle fréquence se rendre chez le gynéco. Tous les 5 ans, tous les 2 ans. Qu'en pensez-vous ? Je prêche un peu pour ma paroisse, hein, c'est sûr, mais
Une visite tous les 2 ans, je veux dire, quand il n'y a pas de problème de contraception, me paraît quand même quelque chose de raisonnable. Où j'insiste pour mes patientes, c'est au moment de la périménopause. Là, clairement, je pense qu'il faut consulter tous les ans. Pourquoi ? Parce que il va se passer vraiment des grandes variations. Par exemple, il peut ne pas y avoir de règles pendant 4 mois. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, les femmes sont tranquilles, chouette, il n'y a pas de règles pendant 4 mois. Oui, sauf que de temps en temps, c'est des règles qui ne s'évacuent pas. Et en fait, on va avoir une augmentation de l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle l'endomètre, et qui va finir un jour par donner des règles cataclysmiques et hémorragiques. Ça, nous, on peut le voir venir. Et moi, de temps en temps, je vois des femmes qui ont fait vraiment une hémorragie. Et quand on les interroge en leur disant « mais comment vous étiez les mois derniers ?» Elles vous disent clairement « oui, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais bon, voilà, je savais pas ce qu'il fallait faire. » Donc, il faudrait à la fois qu'on fasse une éducation auprès des patientes, et c'est-à-dire de dire à une patiente « attention, la périménopause, elle peut se compliquer, il peut se passer des choses. Si vous avez des cycles irréguliers, il faut consulter. Si vous avez des saignements dehors des règles, il faut consulter. Si vous avez une boule dans le sein, il faut consulter. » Donc, être assez prudent entre 45 et 55 ans. Une fois que la ménopause est réellement installée et qu'il n'y a donc pas de règles depuis 1 ou 2 ans, qu'on est certain que la patiente n'aura pas besoin de traitement hormonal parce qu'elle vit très bien sa ménopause, on peut effectivement reprendre une surveillance tous les 2 ans, par exemple, avec là encore la palpation des seins. L'idéal étant mammographie l'année 1 et visite chez le gynécologue ou la sage-femme année 2 pour que chaque année, il y ait eu un examen autour des seins. Dernière info, il est recommandé de prendre les médicaments homéopathiques dans une bouche vide et propre, si possible à distance des repas. La menthe et le café, consommés loin des prises, sont sans incidence sur l'efficacité de la prescription. L'homéopathie peut donc être une vraie piste pour soulager les symptômes liés à la ménopause. Vous pouvez vous y mettre seul grâce aux nombreux ouvrages consacrés à ce sujet ou demander conseil à votre pharmacien préféré. Merci à Isabelle Marant pour son authenticité et sa belle énergie. Merci au Dr Bénard Charvet pour ses explications claires et motivantes qui nous ouvrent d'autres perspectives. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Merci à Sophie Drumin qui a écrit, réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui a composé la musique et Célia Brondeau qui l'a mixé. Pour nous suivre et avoir toutes les infos, il y a aussi l'Instagram d'Allégeuse où je vous invite à vous exprimer librement.